Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Sylvain. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent. Donc, c'est ça, comme en fait Pascal vient de le dire, je suis professeur en fait, je sais pas si c'est bon. Donc, je suis professeur en foresterie. En fait, je suis professeur à l'Université Laval. Je suis spécialisé en hydrologie forestière et de formation, je suis ingénieur forestier. Comme vous pouvez voir dans le bas de ma première diapo, je fais partie de 2 centres de recherche, le CEF, donc qui est le Centre d'études de l'eau, où j'ai l'habitude de jouer le rôle de l'hydrologue auprès d'un regroupement de forestiers, et dans Centro, qui est un centre de recherche sur l'eau, où je joue souvent le rôle du forestier auprès des hydrologues. Donc, j'aime bien justement porter ces différents chapeaux. Et je suis aussi, comme vous voyez le dernier logo, président de la CAPSA, qui est un organisme de bassin versant. Donc, j'ai un biais très intentionnel et très reconnu auprès des gens qui me connaissent bien par rapport à l'eau. Donc, aujourd'hui, mon message, je voudrais vous l'exprimer en quelques lignes dès le début pour justement, en guise d'introduction. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les milieux humides ont des fonctions hydrologiques qui sont diversifiées. Donc, moi, je suis un spécialiste de l'hydrologie. C'est surtout là-dessus que je vais vous faire une présentation aujourd'hui. On peut leur prétendre parfois des rôles d'éponge, de prévention des érosions, réduction de la sédimentation, approvisionnement des nappes souterraines, phréatiques, profondes, rétention et rempart contre les inondations. Mais sur un point de vue technique, c'est ça qui est important à comprendre. C'est impossible qu'un seul milieu humide ait toutes ces fonctions en même temps, et c'est connu, documenté, mais c'est malheureusement pas souvent bien vulgarisé. Et je dois souligner, là, la vidéo qu'on a vue il y a quelques instants, juste avant la présentation, justement, faisait une nuance importante parce que certains milieux humides jouent des rôles de réduction des inondations, et j'ai trouvé ça élégant. C'est enfin une belle façon de le vulgariser. Et il est aussi bien important de comprendre que les milieux humides ont aussi d'autres fonctions écologiques très importantes, comme la séquestration du carbone, la biodiversité, les corridors fauniques, mais aussi, il ne faut pas négliger, la production ligneuse et la production agricole dans plusieurs pays, endroits à travers la planète, mais aussi au Québec. Les milieux humides sont parfois forestiers. Ils produisent des biens ligneux, donc du bois, mais ils peuvent aussi être utilisés pour de la production agricole. Il ne faut pas le négliger. L'essentiel de mon message aujourd'hui, c'est de vous démontrer qu'un marécage non inondable n'a pas les mêmes fonctions hydrologiques qu'un marécage inondable et n'a pas les mêmes fonctions hydrologiques qu'une tourbière. Et là, je vais justement rentrer dans les détails parce qu'il faut les différencier pour bien les protéger, parce qu'à la base, ce sont des milieux qu'on veut mieux conserver, mieux protéger, et de mal les définir, de mal les comprendre, c'est aussi de mal les protéger. Donc, quels sont les milieux humides? En fait, les zones humides, c'est un peu la même chose. Là, je le mets dans une perspective très québécoise de la chose. On a d'un côté des milieux terrestres, qui sont des sites jamais inondés, pourvus d'un drainage variant, d'excellent et parfait. Donc, n'importe quel territoire terrestre, comme vous l'avez en tête, je n'ai pas besoin d'aller plus dans le détail là-dessus. Et ensuite, on a les milieux aquatiques, qui sont les milieux inondés en permanence, donc les lacs, les rivières, les mers, etc. Mais tout ce qui est entre les deux, et quand je dis tout, c'est justement là la grande complexité, ce sont des milieux humides. Et là, on a une diversité incroyable de types de milieux humides. C'est ce qui est absolument fascinant dans le dossier des milieux humides, mais aussi c'est qu'il faut réussir à les regrouper pour bien les caractériser d'une façon intelligible et qui va nous aider à faire de la gestion de ces milieux-là par la suite. Donc, moi, j'ai une façon assez différente de vous l'exprimer parce que je le divise d'un point de vue très hydrologique. Il y a d'abord, dans ma tête, dans mon explication, de la façon que je le présente, des milieux terrestres qui sont juste pas tout à fait terrestres, qui commencent à être un petit peu trop humides pour ne plus être considérés comme des milieux terrestres, et c'est souvent ce qu'on appelle les marécages non inondables. Ils sont au Québec en grande proportion dans des sols, des territoires où le sol est très peu perméable, donc des sols argileux, par exemple. Ensuite, on a la tourbière, qui est de toute évidence un milieu humide, qui est bien reconnu comme tel, mais quand on s'y déplace, c'est extrêmement rare qu'on va voir de l'eau à la surface, à part certaines mares à l'intérieur des tourbières.
Mais de façon générale, ce pas des milieux qui peuvent être confondus avec des milieux aquatiques. Là, de toute évidence, on est sur un milieu qui est terrestre, mais très fortement humide, qui sont caractérisés par des sols organiques extrêmement profonds. On a ensuite les marécages de la plaine inondable qui, eux, surprenamment, pendant l'été, on peut les confondre avec des milieux pleinement terrestres, mais quand le printemps arrive et que ces milieux-là sont inondés d'eau, bien là, on ne se trompe plus. On a même l'impression qu'on est directement dans la rivière elle-même. Donc, le marécage qui est situé en plaine inondable et qui est inondé fréquemment se rapproche dans certaines périodes très précises de l'année, qui varient d'une année à l'autre, bien sûr. Ça se confond à des milieux aquatiques. Mais c'est aussi le problème, c'est qu'ils se confondent avec des milieux terrestres le reste de l'année. Et ensuite, on a le marais qui, généralement, est autour des plans d'eau, autour des cours d'eau. Et ces milieux-là ne sont pas occupés par la végétation lineuse, donc il n'y a pas d'arbres. Par contre, il y a des plantes herbacées de toutes sortes, une grande diversité floristique, et ce sont des écosystèmes qui sont soumis donc à des variations de la hauteur d'eau très fréquentes, qui fait en sorte que les arbres ne peuvent pas pousser, mais certaines plantes adaptées à ces inondations fréquentes peuvent survenir. Donc, ici, sur chacun des petits schémas, vous aviez un petit puits pour montrer des nappes phréatiques. Puis là, je vous démontre que dans une période où il y a une forte pluie ou des conditions qui font en sorte que la nappe phréatique est très haute, on va se ramasser dans le cas des marécages non inondables et des tourbières avec des nappes phréatiques très proches de la surface, mais pas d'inondation. Tandis que dans le cas de moments où il y a beaucoup d'eau qui découle à l'intérieur d'une rivière qui est adjacente à un marécage de la plaine inondable ou un marais, bien dans ce cas-là, ces milieux-là sont complètement inondés par plusieurs centimètres d'eau au-dessus de la surface du sol. Dans le cas des marécages non inondables, ce sont des types de milieux humides qui se retrouvent et qui sont très abondants dans les basses terres parce que ça prend, pour ces sols-là, ça prend des sols fins. Pourquoi? Bien parce que si les sols sont peu perméables, à très faible pente, c'est généralement le cas des basses-terres du Saint-Laurent, des basses-terres de l'Abitibi, des basses-terres du Lac-Saint-Jean. Ce sont des sols qui sont très fertiles, donc qu'on utilise pour la production agricole, mais ce sont des sols dominés par les argiles, les limons, donc très peu perméables. L'eau reste prise dans ces sols-là, et ce sont des sols qui sont, à toute fin pratique, presque toujours humides. Ce qui fait que la végétation est tolérante à l'abondance d'eau, mais pas tolérante à l'inondation, parce que ce ne sont pas des milieux qui sont inondables. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des fortes précipitations, il y aura accumulation d'eau dans les sols, puis des fois légèrement à la surface du sol qui peut inonder certaines dépressions, parce que ce n'est pas des sols parfaitement plats, il y a des petites vaguelettes, des micro-dépressions, et à la surface du sol, donc on peut retrouver de l'eau dans les dépressions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je fais une différenciation du marécage non inondable parce qu'il y a dans ces milieux-là, et on peut en documenter des très grandes superficies au Québec, absence d'inondation qui provient du débordement d'un cours d'eau adjacent. Ça ne veut pas dire qu'un marécage qui est sur le bord d'une rivière, au point de vue cartographique, n'est pas inondable ou inondable. L'idée, là, c'est qu'il faut aller visiter le site, puis zéro printemps. Si à ce moment-là, la nappe phréatique est très proche de la surface, c'est juste dû à la fonte de la neige ou c'est dû parce qu'il y a un cours d'eau qui est en train de déborder complètement dans mon marécage? Et il y a une très grande différence entre les fonctions hydrologiques qu'on peut allouer à ces types de terrains-là. Donc, ils peuvent être, dans ce cas-ci, riverains ou non riverains. Et pour la plupart, ils supportent des peuplements forestiers productifs et on fait de l'aménagement forestier durable depuis très longtemps dans le sud du Québec sur des types de milieux humides comme ceux-là et on maintient les fonctions hydrologiques et les fonctions écosystémiques de ces milieux-là, même en y faisant de l'aménagement forestier. Ici, je vous démontre une image d'un milieu marécage forestier non inondable à Sainte-Foy, qui est à côté de la base de plein air de Sainte-Foy, pour ceux qui la connaissent. Et ça, c'est ce que ça ressemble au printemps. Donc, on voit qu'il y a des endroits où il y a des poches d'eau, où l'eau s'accumule. Et c'est dominé dans ce cas-ci par l'érable rouge et l'osmonde royal au sol, qui démontre que c'est clairement un milieu humide. Ça correspond au marécage, mais ce sont des milieux qui sont impossibles à être inondés par un quelconque débordement d'une rivière. Donc, les fonctions hydrologiques naturelles de ces milieux-là ont été pas beaucoup documentées, mais clairement, il y a certaines fonctions hydrologiques qu'on ne peut pas leur attribuer. C'est
surprenamment, généralement pas différents des autres milieux terrestres. Oui, puis c'est ça que je vous montrais dans la première figure, les marécages non inondables là, sont au début du spectre des milieux humides et ce sont pratiquement des milieux terrestres. Donc, il y a pas, ces sites-là ne réduisent pas les crues, ne réduisent pas l'érosion. Ce ne sont pas des sites de recharge de la nappe phréatique parce que les sols sont extrêmement peu perméables. Donc, l'eau qui coule, il tombe par les précipitations, va s'infiltrer tranquillement. Ce n'est pas des endroits qui rechargent les nappes. Ce ne sont pas des sites qui jouent un rôle de filtration de l'eau parce que l'eau qui tombe dessus, c'est de l'eau de pluie. Ce n'est pas de l'eau qui déborde d'une rivière et qui est chargée de sédiments. Ça n'a non plus peu d'effet sur les débits d'étiage. Donc, en plein été, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que votre rivière va encore donner de l'eau. Donc, bizarrement, les fonctions hydrologiques positives des milieux humides, celles qui sont généralement connues, vulgarisées, ce ne sont pas celles qui s'attachent aux marécages non inondables. Par contre, ils ont d'autres fonctions écologiques importantes qui sont la production forestière et la production agricole parce que les champs agricoles du sud du Québec qui sont sur des champs, sur des sols argileux, c'était avant notre colonisation et le défrichement de ces terres-là, c'était tous des milieux forestiers. Donc, c'était des sites où on pouvait faire de la production forestière ou de la production agricole. Maintenant, pour les tourbières, qui sont en fait qui est le type de milieu humide qui domine en grande partie, en majorité, le territoire québécois, c'est le type humide le plus abondant, comme je vous disais. Ce sont dominés par des sols organiques à très faible pente et la nappe phréatique est toujours près de la surface du sol. Donc, les fonctions hydrologiques naturelles sont malheureusement pas celles qui sont souvent diffusées parce que ce sont puis c'est le principe d'une éponge. Quand l'éponge est pleine, lorsqu'on ajoute de l'eau, donc au printemps, quand on aura une éponge pleine, l'eau, elle va déborder de l'éponge. Donc, ça alimente les crues au printemps, une tourbière. Ça ne réduit pas en fait, ça réduit les débits d'étiage en été. Parce que oui, c'est plein d'eau en plein été, mais ça garde son eau, une tourbière, parce que les sols organiques sont faits de cette façon-là. C'est des sites qui ne sont généralement pas inondés, qui ne filtrent pas les sédiments de cette façon-là, parce qu'ils sont alimentés uniquement par les eaux de pluie. Et ce ne sont pas non plus des remparts contre l'érosion. Donc, encore une fois, c'est des types de milieux humides qui ne jouent pas nécessairement les rôles hydrologiques qu'on s'attend d'eux. Par contre, ce sont de formidables sites de séquestration de carbone. Ici, pour vous donner un exemple, ici, vous voyez un pédon. Oups, il y a un petit peu de variation, mais un pédon, donc un trou qu'on a fait dans une tourbière qui faisait 4 mètres de profond. Et dans ce trou-là, vous voyez ici la prise d'un échantillon de matière organique. C'est plein d'eau. C'est en fait tout simplement de la matière en décomposition qui contient une quantité d'eau. Et ce sont d'immenses territoires qui ont un paysage à couper le souffle et qui séquestrent des quantités phénoménales de carbone. Ce sont des milieux qui peuvent être aussi partiellement forestiers, donc être couverts par une partie de végétation ligneuse. Donc, on peut faire de l'extraction de bois dans certains types de peuplements qui sont suffisamment productifs. Mais le dernier type de milieu humide, c'est les marécages de la plaine inondable que je vais vous présenter, qui sont inévitablement situés dans la plaine d'inondation. Donc, lors d'une période d'inondation, le cours d'eau qui est adjacent va déborder au-dessus des sols. Ici, je vous montre un exemple classique de Saint-Raymond-de-Port-Neuf où on a le cours d'eau qui est la rivière Bras-du-Nord et la rivière Sainte-Anne qui se joint à la confluence. Mais en période d'inondation, tous les champs agricoles qui sont autour de là font partie de la plaine d'inondation et ils sont reconnus comme étant des milieux humides qui vont recevoir l'eau et ralentir leur écoulement. Donc, si ces milieux-là ne sont plus accessibles ou sont perturbés de manière à ce que l'eau ne puisse plus déborder, on va avoir des problèmes d'inondation en aval. Ici, c'est exactement le milieu humide en question. Donc, ici, c'est ce que ça peut avoir l'air, le bord de la rivière. Donc, c'est des marécages, c'est des endroits qui peuvent être pleins d'eau à certains moments de l'année, à d'autres moments complètement séchés. C'est des milieux qui, généralement, qui ont un rôle extraordinaire. Ici, c'est sur le bord de la rivière Etchemin où on voit l'effet que ça peut représenter. Il y a de la végétation, il y a des arbres qui poussent. Et ce sont des territoires qui ont un rôle excessivement important au point de vue hydrologique. Parce que leur fonction hydrologique naturelle, pendant les périodes d'inondation, ça ralentit l'écoulement de l'eau, ça accumule les débris, ça accumule les sédiments, ça atténue les crues et les inondations en aval du site et ça peut favoriser la recharge de la nappe phréatique dans certains cas.
Mais les fonctions hydrologiques naturelles en dehors des inondations, ben, c'est la même chose que les milieux terrestres. C'est ce qu'on a tendance à oublier. Donc, ces milieux-là sont soumis à de la production forestière et agricole. Et à mon avis, on peut avoir des pratiques d'aménagement agricole durables sur des marécages de la plaine inondable. De toute façon, on le fait déjà depuis longtemps, mais on peut les maintenir dans certains cas si on maintient les sols en place. Ce qu'il faut faire absolument attention, c'est l'usage de remblais, de digues ou de routes qui, par leur présence, empêcheraient le débordement de la rivière dans le milieu humide. Et dans ce cas-là, on a une perte complète de toutes les fonctions hydrologiques bénéfiques à notre société. Donc, je reviens à ce que je vous disais au début. Les milieux humides ont des fonctions hydrologiques diversifiées, mais c'est impossible de toutes les avoir en même temps. Il faut aussi tenir compte des autres fonctions écologiques quand on fait de l'aménagement ou du développement du territoire ou de la protection du territoire. Et ce qui est important de reconnaître et de comprendre, c'est qu'au point de vue hydrologique, les marécages non inondables, les marécages inondables et les tourbières sont différents au point de vue de leur fonction et c'est important de les différencier pour bien les protéger. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Sylvain Jutras. On va commencer avec les questions. Pour la première question, on a une question de Marie-Claire Leblanc. Puis elle dit, petite clarification. Quand on dit que les tourbières ne filent pas l'eau, on parle probablement strictement des bogs, n'est-ce pas? Si c'est bien le cas, a-t-on des évidences de la réelle fonction de filtration que jouent les FEN ou les considère-t-on aussi un circuit fermé? En fait, le rôle des FEN comme filtration, si en amont, il y a un bassin versant d'importance, les FEN, donc qui sont des marécages minérotrophes, pas des marécages, des tourbières minérotrophes, théoriquement et techniquement, dans le sens légal du terme au Québec, ce sont des marais. On peut les rentrer dans les marais et dans ce cas-là, bien, les marais ont exactement les mêmes fonctions que les marécages de la plaine d'inondation. Dans ce cas-là, il y a réduction des crues, filtration des sédiments et ainsi de suite. Donc, la tourbière, dans mon message, c'est quand même assez clair, je n'ai pas le choix, j'ai rapatrié différentes choses, mais les tourbières qui sont minérotrophes et qui peuvent subir des débordements jouent le rôle des marécages non inondables parce que ce sont de façon réelle des marais aussi au sens étymologique de la chose. Okay, parfait, voilà. Merci. C'est une nuance importante. Merci, Marie-Claire. Et on a une deuxième question de Marie Durand. Puis ça dit, est-ce que vous connaissez l'Atlas des basses terres du Saint-Laurent? La méthodologie qu'ils ont utilisée semble un peu contradictoire avec ce que vous venez de le présenter. Pour eux, les milieux humides, les milieux isolés sont les plus efficaces pour la rétention d'eau. Exact. Je suis au courant de l'Atlas. Je travaille avec l'équipe, entre autres, je n'ai pas participé à sa mise en place, mais ce qu'ils ont fait, c'est amalgamer un paquet de cartographies. Et la cartographie de Canard illimité, qui est du ministère de l'Environnement, ne fait pas de différenciation entre le marécage de la plaine d'inondation et le marécage qui est non inondable. Et en plus, la question du rôle hydrologique plus important des marécages isolés et des marécages non isolés, je vous le dis bien honnêtement, c'est une vue de l'esprit, c'est pas vrai parce que toute la littérature scientifique, on a fait une revue de littérature récemment qui a été publiée dans Écosciences, moi et mon collègue André Plamondon, sur les fonctions hydrologiques des milieux humides. Et le fait qu'un milieu humide soit isolé ou connecté, ça n'a pas rapport parce qu'ils sont tous connectés. Ce qui les définit, c'est est-ce que ce sont des marécages inondables ou non inondables, est-ce que ce sont des tourbières? Et sous ce point de vue-là, on y arrive à bien les définir, mais un milieu humide inondé, ça veut dire absolument, pas isolé, là, en fait, un milieu humide isolé, ça veut absolument rien dire au point de vue scientifique, et on ne peut pas rattacher aucune littérature à ça, c'est une vue de l'esprit, malheureusement. Mais l'Atlas est excellent, soit dit en passant, parce qu'on peut s'en servir pour bien caractériser les territoires, mais quand on arrive pour les fonctions hydrologiques, ce n'était pas le but de l'Atlas, à mon avis. Nous avons une troisième question. Ça dit, si je comprends bien, les prairies humides résultant de l'abandon des terres agricoles est devenu dominées par les espèces hydrophiles correspondant davantage à des marécages non inondables dont la végétation a été modifiée qu'à des marais, du moins sur certains aspects physiques. Ça se positionne en contradiction avec les normes du ministère qui les associe plutôt aux marais.
Là, effectivement, les prairies humides, telles qu'identifiées par Canard Illimité, sont généralement, en tout cas, ça dépend des régions, parce que d'une région à l'autre, ça peut varier beaucoup. Moi, dans certaines régions, ça correspondait mieux, dans la région de Saint-Raymond, entre autres de Portneuf, ça correspond mieux avec des milieux inondables. Mais si ce ne sont pas des milieux inondables, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, c'est tout le temps la question de est-ce que le milieu peut être inondé ou pas inondé? Et à partir de là, bien, ce sera un marécage inondable ou non inondable, puis là, les fonctions hydrologiques pourront être attachées. De toute façon, la question de l'identification et des aménagements forestiers qu'on peut faire sur les marécages viennent de complètement changer parce qu'on a maintenant le règlement, le RAIFI, le règlement sur les autorisations en matière d'avis de conformité pour l'environnement qui découle de la loi sur la qualité de l'environnement et il y a le règlement sur les activités sur les milieux humides, hydriques et sensibles. Donc, les deux nouveaux règlements sont en vigueur depuis un mois pile, un mois et un jour. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre de ça, mais l'aménagement forestier sur ces milieux-là est maintenant permis avec certaines conditions. Donc, voilà. Okay, merci. Et nous avons une dernière question. Ça dit, dans les règlements sur l'encadrement des activités dans les milieux humides, le milieu hydrique est défini comme suit. Milieu hydrique. Milieu se caractérisant notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tel comme un lac ou un cours d'eau en incluant leurs rives, leur littoral et leur plaine inondable. Que pensez-vous de cette définition qui semble inclure également les cours d'eau intermittents temporairement inondés? Est-ce que ces dernières devraient être plutôt des milieux humides hydriques? Wow, OK, milieu humide hydrique. En fait, il y a un chevauchement dans le cadre légal que j'ai lu et que je maîtrise quand même assez bien, il y a un chevauchement entre le milieu humide et le milieu hydrique qui est volontaire et il y a une redéfinition et le cadre légal a été fait en fonction de la rive du littoral. Le seul problème qui est majeur, c'est la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables qui est en pleine réforme à l'heure actuelle. Et qui ne correspond pas, la méthode experte, avec la délimitation des milieux humides. Donc, on arrive avec un cadre légal puis une délimitation de où arrête le littoral et la rive et où commence le milieu humide. Et il y a un chevauchement qui est en ce moment en pleine réforme et qui nécessite un bon travail. Et c'est ce qui est fait par le ministère de l'Environnement à l'heure actuelle. Mais à partir de là, qu'est-ce qui est le milieu humide et où est-ce qu'il commence puis où est-ce qu'il finit? Bien là, il y a tout un cadre légal qui est en pleine réforme, qui n'a pas terminé d'être réformé. Donc, c'est de la misère à trancher au couteau la question qui a été dite, mais chaque milieu humide, l'important, c'est de bien les définir, de bien les cartographier, puis ensuite de faire un cadre réglementaire qui va permettre de protéger ceux qui ont besoin d'être protégés. Moi, mon intérêt, c'est de vous dire qu'il y a beaucoup plus d'efforts à mettre sur la protection des tourbières et surtout des marécages et des marais de la plaine d'inondation pour des besoins de services pour nos communautés. Mais les marécages non inondables, ce sont des milieux humides, mais on peut faire beaucoup de types d'aménagements sans en perturber les fonctions hydrologiques. Ça, j'en suis assez convaincu. Les intervenants du ministère de l'Environnement l'ont aussi compris et le cadre légal est en train d'évoluer vers ça, mais la cartographie, par contre, reste encore à être bonifiée. Parfait, merci. Bon, nous avons 3 questions de plus, mais comme nous avons un temps réduit, ce que nous allons faire, c'est juste de vous envoyer un courriel avec la réponse des questions. Que nous allons prendre des notes, puis nous allons envoyer la réponse. Donc, merci Sylvain pour la présentation. Merci Laura pour les questions. Merci à tous nos participants de poser des questions aussi intéressantes. On va enchaîner avec la prochaine invitée, Stéphanie Maury, qui est coordonnatrice de la cartographie des milieux humides et de la formation chez Canard Illimité. Donc, elle va nous parler de la place que les milieux humides occupent dans la mission de Canard Illimité. Donc, sans plus tarder, Stéphanie, je vous concède la parole. Oui, parfait. Stéphanie, votre micro peut-être qu'il n'est pas activé. On ne vous entend pas.
OK, bonjour. Oui, Je ça suis fonctionne, désolée. parfait. Alors, bonjour, merci, je suis désolée, j'ai eu un léger problème technique. Alors, bonjour, je vous souhaite une bonne journée mondiale des zones humides. Merci pour la présentation. Donc, je suis coordonnatrice de la cartographie détaillée des milieux humides chez Canardière pour l'organisation de ce bel événement et pour l'invitation. Aussi, c'est vraiment beau de voir comment il y a un grand auditoire, là. Donc, merci d'être là. Je tiens aussi à remercier M. Jutras pour cette belle présentation, vraiment intéressante, puis c'est une belle entrée en matière en lien avec la mission de Canal Limité. Sachant que M. Jutras allait nous parler des fonctions écologiques des milieux humides et M. Drapeau de la diversité des insectes aquatiques, j'aimerais ça vous présenter Canard Limité, un organisme pour lequel les milieux humides sont au cœur de notre mission. Alors, Canard Limité, c'est un organisme à but non lucratif composé d'une équipe multidisciplinaire de biologistes, d'aménagistes du territoire, d'agronomes, de forestiers, de géomatiques, tout ça pour accomplir notre mission. La mission qui est de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent aux bénéfices de la sauvagine nord-américaine pour promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains dans un contexte de développement durable. Pour accomplir notre mission, on a un volet, un programme en 3 volets. La cartographie s'inscrit dans le volet savoir. Elle sert de courroie de transmission pour les autres volets. On doit savoir où sont les milieux humides pour faire une bonne planification territoriale et favoriser la conservation. Le volet agir, on a une équipe spécialisée en restauration de milieux humides. Que ça va de la sélection des sites à restaurer, du design biologique à la réalisation d'aménagements sur le terrain. On a aussi la protection des habitats fait aussi partie du volet Agir. On compte une équipe spécialisée en protection des milieux humides. Le volet sensibilisation, on a des activités de formation sur l'identification des milieux humides au terrain avec la cartographie, des activités de communication. On a des centres d'excellence en milieux humides dans les écoles secondaires. Et puis, les politiques publiques font aussi partie de notre volet sensibilisation. Tout le monde profite de la conservation des milieux humides en raison des bénéfices qu'ils fournissent. Canard tente de faire valoir aux décideurs pour qu'ils adoptent des politiques publiques qui soutiennent efficacement la conservation des zones humides. Je vais maintenant vous parler du projet global de cartographie détaillée des milieux humides, dont l'équipe de réalisation est composée de Canard Limité et le ministère de l'Environnement. C'est certain que la cartographie, je pourrais vous en parler pendant 1 heure et demie et plus, mais comme ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, je vais simplement vous présenter les grandes lignes. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations, bien, vous pouvez me contacter, là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, l'environnement prend une plus grande place dans la société. L'importance des biens et services écologiques dont on parle depuis le début de la conférence sont mieux connus. La cartographie détaillée des milieux humides constitue un point de départ pour la protection, la restauration et la gestion durable des milieux humides. Afin de freiner les pertes des milieux humides, le gouvernement du Québec a adopté en 2017 la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques et les MRC et les organismes de bassin versant se sont vus confier la responsabilité d'intégrer les milieux humides dans leurs outils respectifs de planification. La cartographie, une cartographie qui est représentative du territoire fait partie des éléments de base de ces outils-là qui vont permettre de prendre des décisions éclairées en matière de conservation et de planification territoriale. Ici, je vous présente le projet de cartographie détaillée. Il a débuté en 2009. C'est un projet qui est conjoint entre le ministère de l'Environnement et Canard Limité. Ici, on a la carte officielle du projet de cartographie qui a été réalisé en 2009. Donc, le territoire d'étude était les basses terres du Saint-Laurent et la plaine du lac Saint-Jean. Les objectifs du projet global, c'était de faire un inventaire des milieux humides de 0,5 hectares et plus, un inventaire par photo-interprétation des milieux humides, de développer des outils géomatiques, puis de faire des activités de sensibilisation et de communication. En 2021, nous sommes très fiers de vous présenter notre grand projet comme étant la cartographie détaillée des milieux humides des territoires habités du sud du Québec. En vert, d'une superficie de 64 700 km², ça correspond au territoire actuellement couvert par la cartographie détaillée des milieux humides. D'ailleurs, les milieux humides représentent 10,6 de ce territoire-là.
en fait, ouais, c'est ça, exact, 10,6 en jaune, ça représente un projet qui est en cours avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une phase 2. Puis en orange, c'est un projet qui est amorcé avec le Bas-Saint-Laurent. Le territoire en gris, ça va être à développer dans les prochaines années. La cartographie détaillée, c'est un investissement de plus de 4,5 millions entre 2009 et 2021. Mais c'est un grand projet de partenariat. On compte à ce jour plus de 80 partenaires avec qui on a travaillé pour réaliser ce projet-là, dont les MRC, les municipalités, les organismes de bassin versant, les conseils régionaux de l'environnement, différents groupes locaux, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Sans ce grand partenariat-là, cette acquisition de connaissances-là n'aurait pas été rendue possible. Canard Limité et le ministère d'Environnement ont développé une typologie basée sur la classification canadienne des milieux humides, la classification canadienne des sols et qui concorde avec le guide d'identification et de délimitation des milieux humides du ministère de l'Environnement qui a été publié en 2015. La définition retenue pour identifier les milieux humides, c'est les milieux humides regroupe l'ensemble des sites saturés d'eau pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature des sols et ou de la végétation. Donc, on remarque les éléments clés que l'on retrouve dans cette définition-là, c'est l'eau, les sols et la végétation. C'est des éléments qui sont primordiaux pour identifier les milieux humides par photointerprétation et aussi au terrain. La typologie développée compte 7 grandes classes de milieux humides. Je ne vais pas tout détailler les caractéristiques de chacune. Vous pouvez retrouver la classification complète dans les rapports méthodologiques. Je vais vous dire tout à l'heure, elle est où. Puis, si vous voulez en savoir plus, il va me faire plaisir de répondre. On a les eaux peu profondes, les marais, les prairies humides, il y avait une question tout à l'heure à ce sujet-là. La prairie humide, on l'a ajoutée à la cartographie parce que c'est une classe qu'on peut bien identifier par photointerprétation. C'est une zone, c'est un marais de type graminoïde sur sol minéral. C'est une zone qui est en transition souvent entre le marais et le marécage. On le retrouve souvent associé aux castors, entre autres, ou bien dans des zones qui ont été cultivées à l'époque. Donc, c'est une zone de transition entre le marais et le marécage. Dans notre prairie humide, on va avoir moins de 25 de couverts arbustifs, là. Donc, de là qu'on va venir mettre la prairie humide. Ensuite de ça, on a le marécage. Et puis, on a 3 types de tourbières qui ont toutes, les 3, elles ont la caractéristique commune d'avoir 30 cm et plus de matière organique. Donc, on a les tourbières ouvertes ombrotrophes, les tourbières ouvertes minérotrophes et les tourbières boisées. La méthodologie de la cartographie par photointerprétation. On est une équipe de 6 photointerprètes qui ont tous une formation en foresterie. Il y a aussi un photointerprète qui travaille au ministère de l'Environnement, qui participe à toutes les étapes du projet et puis aux campagnes de validation terrain et qui effectue une harmonisation de la cartographie. Le travail de photointerprétation se fait avec des logiciels, le logiciel d'ArcGIS et Summit Evolution, qui est un logiciel pour voir en 3 dimensions. Donc, si vous remarquez ici, mon collègue, il a une paire de lunettes qui lui permet de faire la stéréoscopie sur les photos aériennes. Donc, il peut voir la topographie du territoire, la végétation, le type de végétation. Donc, c'est de cette façon-là que la cartographie, elle est faite. Il y a 5 éléments qui vont guider la photointerprétation. Le type de végétation, la topographie, le dépôt de surface, le drainage, et puis le drainage des sols, et puis la présence d'eau au sol selon les types de photos qu'on peut utiliser. On effectue un balayage systématique du territoire, donc c'est vraiment une cartographie qui est vierge. Tous les milieux humides sont délimités par le photointerprète en question, donc sont délimités et classifiés. Donc, pour chaque milieu humide, il y a une table d'attributs qui est remplie, dans laquelle on retrouve la classe, le type de milieu humide, le niveau de confiance, s'il y a eu une validation terrain, une validation sur vol, la source de photo utilisée, le type de photo, l'année de la photo, les sources de documents. On peut consulter des documents dans notre écran de ArcGIS. Donc, comme source de documents qu'on consulte, on a les données de LIDAR, les cartes écoforestières, les milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement, la pédologie d'IRDA, les placettes échantillons du ministère des Forêts, Faune et Parcs. Et puis, on a accès aussi à différentes caractérisations selon les projets là, qui sont en cours.
Ici, je vais vous présenter en rafale les étapes de photointerprétation des milieux humides. Donc, premièrement, on a un premier balayage du territoire systématique qui est fait. Par la suite, on a la planification d'un survol aérien pour prendre des photos obliques et documenter les milieux humides. Ensuite de ça, en 3, on a la campagne de validation terrain. Les photo-interprètes ont identifié des points de contrôle pour répondre à des questions qu'ils ont lors du premier balayage de photo-interprétation. C'est important de spécifier que nous ne faisons pas une caractérisation complète. C'est vraiment des points d'observation pour répondre à des questions des photo-interprètes. Ensuite de ça, on fait, par la suite, quand on revient au bureau, on fait un deuxième balayage du territoire au complet pour intégrer les connaissances qu'on a acquises au terrain et lors des survols aériens. Le tout qui va nous amener à avoir une base de données qu'on appelle préliminaire. On va aller la présenter à nos partenaires de projet pour faire une validation avec les partenaires. On présente la donnée préliminaire et on recueille les connaissances, les commentaires suite à cette rencontre-là. Et suite à la rencontre, on intègre les connaissances des partenaires à la cartographie. Donc, on a vraiment une démarche systématique et puis les photo-interprètes, à la fin d'un projet, ben, ils ont quand même balayé 3 fois le territoire afin d'avoir une cartographie le plus représentative du territoire. La cartographie, c'est un produit dont je suis très fière, mais elle comporte quand même certaines limites, dont la disponibilité des photos. Donc, selon les secteurs où on travaille, on n'a pas toujours des photos récentes. La validation sur le terrain qu'on réalise, c'est un échantillon des milieux humides. On valide environ 5 donc ce n'est pas l'ensemble des milieux humides qui sont validés. La cartographie ne remplace pas l'obligation de procéder à une visite de terrain pour venir valider la limite du polygone identifié. Et puis, la photo-interprétation, l'art minimal de photo-interprétation est de 0,3 hectares et plus. Ce qui veut dire, quand je parle que l'art minimal en crée une limite, bien, ici, on peut voir des polygones qui ont 0,3 hectares. C'est des polygones de marécage. En orange, j'ai une prairie humide. On voit qu'il y a une zone inondée qui pourrait être de l'eau peu profonde, mais elle fait moins de 0,3 hectares, donc elle est intégrée à ma prairie humide. Elle n'est pas classifiée en tant qu'eau peu profonde. Au même titre que si j'avais le même barrage à castor dans ce secteur-ci, isolé, qui n'est pas en complexe de milieu humide, je ne le retrouverais pas dans ma cartographie. Donc, ce qui fait que l'art minimal en fait une limite. Les milieux humides sont aussi des endroits, des milieux qui sont très, très dynamiques. Ici, j'ai une photo sur vol qui a été prise à l'été 2017 aux plaines du lac Saint-Jean. On a un barrage à castor. Donc, le castor est venu barrer, il a inondé le secteur. Les arbres sont morts, donc je me retrouve avec de l'eau peu profonde. Il y a des chances que dans quelques années, le castor va laisser abandonner son barrage, donc l'eau va se retirer. Je vais évoluer vers un marais. L'eau va continuer à se retirer, donc la quenouille va laisser place aux graminées. On va avoir une prairie humide pour ensuite avoir quelques arbustes qui vont venir s'installer, coloniser notre site. Puis quand on va avoir 25 et plus, on va avoir des sapins qui vont s'installer, on va avoir une végétation arborescente, donc on peut réévoluer vers un marécage. Tout ça pour dire comment les milieux humides sont très dynamiques. Une fois la base de données complétée, on effectue une série d'outils géomatiques pour les partenaires. On documente les pressions, l'état des milieux humides on a une méthode semi-automatisée pour documenter les pressions. On crée une couche de complexe, donc on regroupe tous les milieux humides qui sont à moins de 30 mètres les uns des autres. Cette couche-là, elle est utilisée pour produire des analyses et un portrait des milieux humides. On a aussi publié sur notre site Internet une carte interactive des milieux humides pour permettre à tous les utilisateurs de consulter la donnée. Et vous y retrouvez d'ailleurs un lien pour les rapports méthodologiques pour chaque phase de projet. Donc, vous pouvez aller consulter la méthodologie complète, la classification dans les rapports. Depuis 2018 aussi, on partage en format Geodatabase et Shapefile pour téléchargement la donnée via le portail de Données Québec. Donc, vous pouvez aller télécharger la donnée sur le portail de Données Québec. La donnée, les documents, ils sont mis à jour à tous les ans.
Alors, une fois la cartographie faite, on peut l'intégrer à nos bases de données et nous permettre d'agir sur le territoire. Je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, Canard Limité, c'est un organisme qui est présent dans toutes les provinces du Canada, qui est implanté au Québec depuis 1976. On a contribué par un investissement de plus de 100 millions de dollars en conservation avec nos partenaires, ce qui représente 32 500 hectares de milieux humides conservés au Québec. Vous allez remarquer sur notre carte que la zone prioritaire en lien avec la voie migratoire de la sauvagine, elle est située dans les basses terres du Saint-Laurent. Mais vous remarquez aussi qu'on est quand même présent dans toutes les régions, là, dans toutes les régions du sud du Québec. D'ailleurs, notre volet protection travaille à consolider des sites déjà acquis dans les zones prioritaires de l'Outaouais, Rivière-du-Sud, en Montérégie, dans la MRC de Saint-André d'Argenteuil, puis aussi au lac Saint-Pierre. Un défi pour la restauration des habitats est de maintenir en excellent état de fonctionnement l'ensemble de nos sites réalisés au Québec, tout en continuant de travailler la conservation des habitats fauniques en intégrant des composantes écologiques. Ici, je vous présente un site sur la vallée de la rivière des Outaouais. Donc, en bordure de la rivière des Outaouais, sur un tronçon de 50 km entre Gatineau et Plaisance, on retrouve 5 790 hectares qui ont été conservés par Canard Limité et ses partenaires. Le volet restauration et protection sont très actifs sur ce tronçon-là. J'aimerais ça attirer votre attention ici sur le marais Trépanier, qu'on va voir ici. Alors, voici le marais Trépanier, un site acquis par Canard Limité en 1997. La restauration de ce site est un bel exemple de cohabitation agriculture-faune. C'est une collaboration avec les producteurs locaux de bovins. Sur les plateaux, au printemps, c'est un site d'alimentation pour la bernage du Canada. C'est une problématique d'ailleurs pour les agriculteurs là, de la plaine de l'Outaouais avec la bernage qui vient s'alimenter dans les champs au printemps. Et puis, donc là, ici, on a un site d'alimentation. Et en période estivale, bien, on retrouve un pâturage pour les bovins. L'aménagement consiste en la retenue d'eau dans les vallées, qui est un habitat pour la faune et la flore. D'ailleurs, en 2002, le marais Trépanier a été nommé première réserve naturelle au Québec. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur la gestion des projets de restauration, André Michaud, qui est en charge du programme de restauration au Québec, sera aux ateliers de conservation le 16 février. Clin d'œil. Alors, ici, au Québec, on a aussi un programme de nichoirs qui est en partenariat avec des collaborateurs régionaux que l'on accompagne en les encadrant lors de l'installation des nichoirs et le suivi aussi, parce qu'il y a un suivi pour voir si les nichoirs ils sont utilisés. À l'échelle du Québec, on compte 1800 nichoirs, dont l'utilisation faunique est de 60 et l'utilisation par la sauvagine est de 40 On estime le nombre de canards produits par année à 3500 canetons. Alors, la conservation des milieux humides se définit par un ensemble de pratiques comprenant les protections, la restauration, l'utilisation durable des milieux humides et le maintien des services écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures. Certains, petit clin d'œil, milieux humides, jouent un rôle de premier plan, notamment en ce qui concerne la quantité et la qualité des ressources en eau, la conservation de la biodiversité et la lutte au changement climatique. Par exemple, ils peuvent jouer un rôle de tampon naturel. Ils peuvent retenir et purifier l'eau. Ils sont des alliés contre les inondations et les fortes pluies. Et ce sont des environnements naturels optimums pour stocker le carbone, toujours en considérant selon le type de milieu humide, bien évidemment. Donc, les milieux humides peuvent nous aider là, dans les changements climatiques. Alors voilà, pour conclure, ben, il est facile d'oublier l'importance des milieux humides, mais dans les dernières années, on sent un vent de changement. On sent que la sensibilité de ces écosystèmes-là commence à être mieux connue. Et puis ça, c'est entre autres grâce à des activités comme celle-ci. Donc, merci au nom de toute l'équipe de Canard Limité pour ce bel événement et d'être là aussi en si grand nombre. Merci à vous, Madame Stéphanie. Puis nous avons une première question, puis ça dit « À quelle altitude ou échelle faites-vous la photo-interprétation »
En fait, c'est une bonne question, j'en ai pas parlé. Ça dépend vraiment des photos qu'on a. Dans certains secteurs, on peut avoir des photos qui sont 6 cm au sol, donc qui sont super, super précises. Dans d'autres secteurs, on va avoir des 20 cm au sol, donc qui sont de très bonne qualité, mais qui vont être moins précises. Donc, ça dépend vraiment de la disponibilité des photos selon les projets qu'on a. Merci. Une deuxième question, c'est est-ce que les produits dérivés du LIDAR sont utilisés pour la délimitation des milieux humides chez Canards Illimité? Ça pourrait potentiellement vous permettre d'identifier les marécages inondables et non inondables. Oui, effectivement, on consulte les produits dérivés du LIDAR quand ils sont disponibles. On peut les consulter. Présentement, comme au Bas-Saint-Laurent, ils ne sont pas disponibles, mais oui, on les consulte et effectivement, on pourrait venir identifier les milieux qui sont en zone inondable ou non. Ça demande un certain développement, puis peut-être qu'on va avoir des mises à jour à faire à la méthode, mais pour le moment, c'est sûr qu'il n'était pas. On n'avait peut-être pas nécessairement les outils. Là, en ayant le LIDAR qui va être disponible pour tout le sud du Québec, bien, ça va quand même faire évoluer notre projet. Okay. Et une troisième et dernière question, c'est est-ce que le webinaire du 5 février que vous venez de mentionner sera organisé par qui? Oui, c'est les ateliers de conservation. Je sais, attendez une minute, là, on dirait que j'ai plus le groupe en tête. Au pire, je vais l'écrire dans le chat après, Okay, si ça convient. Oui, parfait. Merci beaucoup, Madame Mouret. Pas de problème. Je vais libérer ma stop share. Donc, merci Stéphanie de nous avoir partagé ce volet de votre travail et de votre mission chez Canards Illimité. Nous allons enchaîner avec notre troisième invité, donc André-Philippe Drapeau-Picard. André-Philippe travaille à titre de préposé au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. Donc, il nous parlera aujourd'hui des insectes, des plantes carnivores et nous donner un aperçu de l'entomofaune des tourbières. Donc, André-Philippe, c'est à vous. OK, merci. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation de la part du comité organisateur. Donc, pour terminer, moi, je vous propose de regarder les milieux humides ou les zones humides en tant qu'habitat pour la faune, puis plus particulièrement l'entomofaune, donc les insectes et autres arthropodes. Puis, je vais me concentrer sur les insectes et autres arthropodes des tourbières pour ma présentation. Donc, je travaille à l'Insectarium de Montréal depuis quelques années, puis j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval. Donc, ça fait plaisir de revoir certains visages connus parmi les participantes et les participants. Alors, c'est parti. Donc, de façon générale, les insectes, puis les arthropodes, sont les animaux de loin les plus diversifiés puis les plus abondants dans tous les écosystèmes non marins. Puis les tourbières ne font pas exception à cette règle. Il y a quelques projets qui ont été menés dans les tourbières canadiennes pour mesurer la diversité de ces animaux-là. Puis, bon, c'est quand même difficile d'en tirer des statistiques générales, mais je vous donne un exemple d'une tourbière qui est probablement l'exemple le plus... où on a une liste la plus exhaustive des arthropodes qu'on y retrouve. On a trouvé 2000 espèces dans une seule tourbière à cet endroit-là. C'est dans une grande tourbière d'Alberta. Puis, ça ne comprenait même pas les insectes aquatiques. Donc, on a utilisé des pièges pour les insectes volants, des pièges malaises, puis des pièges fausses pour les insectes qui se promènent au ras du sol. Et c'est ce qu'on a trouvé. Mais ça varie beaucoup, mais on peut garder en tête plusieurs centaines d'espèces par site, par tourbière. Donc, parmi toutes ces espèces-là, ce ne sont pas toutes des spécialistes des tourbières. Donc, la plupart, en fait, sont généralistes. Donc, sur ma flèche en bas, là, ce sont les espèces qui se trouveraient à gauche, qu'on peut nommer tyrfaunes neutres, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans les tourbières, mais qu'on va aussi retrouver dans d'autres types d'habitats.
Il y en a aussi qui sont tyrphophiles, donc au milieu. Ces espèces-là sont associées aux zones humides ou aux milieux humides. Donc, oui, aux tourbières, mais on peut les retrouver dans d'autres milieux humides également, comme les marais, les marécages. Et finalement, il y a une petite portion qui, elle, est vraiment spécialiste des tourbières, qu'on appelle les tyrphobiontes. Et on estime que 10% des espèces retrouvées dans les tourbières y sont intimement associées. Donc, 10%, ce n'est pas une grosse proportion par rapport à l'ensemble de ces espèces-là, mais considérant la grande diversité des insectes qu'on trouve dans les tourbières, eh bien, ça représente un nombre substantiel d'espèces au final. Donc, au sein même des tourbières, il y a différents habitats qui peuvent être exploités. Par exemple, dans certaines tourbières, il y a des mares ou des étangs. C'est ce qu'on voit sur la photo à droite. Donc, si vous vous approchez proche d'une mare et vous regardez sous la surface, chose que je vous encourage à faire, mais avec prudence pour ne pas vous retrouver vous-même dans la mare, c'est déjà arrivé à des gens, sous la surface, vous risquez de voir plein de vie, en fait, qui s'active. Notamment, si on regarde mon premier exemple en haut à gauche, là, vous risquez de voir des ditiques. Donc, ce sont des coléoptères qui sont de bonne taille. En fait, on peut les voir facilement à l'œil nu. Et puis, ils sont strictement aquatiques, c'est-à-dire qu'autant leurs larves que les adultes vivent dans l'eau. Les adultes peuvent sortir de l'eau pour voler jusqu'à une autre mare, mais ils ne sont pas du tout adaptés pour se déplacer sur le sol. Juste en dessous, les notonectes, eux aussi, on va les voir se déplacer puis venir à la surface. De même que les coryzes, en fait, ils viennent à la surface pour aller chercher de l'air. Étant donné qu'ils ne sont pas capables d'extraire l'oxygène qu'il y a dans l'eau, une fois de temps en temps, ils viennent faire une réserve d'air à la surface, donc ça facilite leur observation. À part ces trois groupes-là, il y en a d'autres comme les libellules, par exemple, dont la larve vit dans les mares et l'adulte est terrestre une fois la métamorphose complétée. Voilà. Donc, c'est un aperçu des espèces aquatiques. Maintenant, si on se retourne pour regarder qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur des mares, là aussi, le portrait est assez diversifié. Encore là, plusieurs espèces qui ne sont pas intimement reliées, associées aux tourbières, mais quand même quelques-unes qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est le cas, par exemple, du coléoptère qu'on voit à droite. C'est un carabe. Son petit nom latin, c'est Agonum ericetti, qu'on retrouve en Europe, donc pas en Amérique du Nord, et qui est un prédateur qui se retrouve seulement dans les tourbières asphaignes. De même, en bas au milieu, la petite araignée que vous voyez là, c'est une araignée du genre Pirata piraticus. Ces araignées-là, qui font partie de la famille des araignées loups, sont associées au milieu humide. D'ailleurs, le nom du genre, le genre Pirata, ça vient du latin pour pirate, parce que ces araignées-là ont été observées en train de glisser sur l'eau vers leur proie, à la manière de pirates qui, sur leur bateau, qui vont à l'abordage d'autres navires. Et puis, en Amérique du Nord, juste en haut, on a un petit papillon qui s'appelle le cuivré des tourbières. Donc, le papillon adulte va se nourrir de différentes sources de nectar. Il peut sortir des tourbières, mais c'est sa larve, la chenille, qui mange des espèces de canneberge qu'on appelle aussi atoka. Donc, ces espèces-là vivent, voilà, ce sont des espèces terrestres
Et il y en a certaines qu'on ne retrouvera que dans les tourbières, surtout les espèces herbivores, parce qu'à un stade de leur vie ou à un autre, elles se nourrissent de plantes qu'on ne retrouve dans les tourbières. Puis une de ces plantes-là, c'est la Sarracenie pourpre, qui est une plante carnivore d'ailleurs. Donc, c'est une plante très spéciale. Elle fait des grosses fleurs rouges qu'on voit sur la photo à gauche, sur laquelle il y a un cuivré des tourbières d'ailleurs. Et puis, ces feuilles, après quelques années, c'est-à-dire pas les jeunes feuilles, mais les feuilles qui ont quelques années d'âge, elles sont creuses et elles finissent par s'ouvrir, ce qui forme une urne qui est en fait un piège dans lequel les insectes tombent. Puis là, je dis insectes, mais il y a des études là, qui ont montré qu'il y a aussi des petits mammifères qui peuvent tomber là-dedans, comme des petits rongeurs et même des salamandres. Donc, la plante, la Sarracenie pourpre mange des insectes, en quelque sorte, mais elle se fait aussi manger. Et même, on peut la voir comme un habitat en elle-même. Donc, je vais vous dire pourquoi. Ah oui, puis je mentionne au passage que la Sarracenie pourpre, en fait, on dit que c'est la plante préférée du frère Marie-Victorin, qui est un botaniste de grand renom et qui est aussi le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Donc, on dit que c'était sa plante préférée. Et puis, justement, sur sa statue au Jardin botanique, dans sa main, il tient des feuilles de Sarracenie pourpre. Et puis, à l'intérieur de ces feuilles-là, justement, si on va voir, eh bien, il y a généralement de l'eau qui s'est accumulée là, de l'eau de pluie qui est rentrée puis qui n'est pas ressortie. Et dans cette eau-là, ben oui, il y a différents insectes qui vont tomber et se noyer, mais il y en a aussi qui ont trouvé le truc de survivre et d'y passer une partie de leur vie. En fait, on a montré que dans une seule feuille, on peut retrouver jusqu'à 165 espèces d'invertébrés. Et puis, de ce nombre, on en connaît 14 qu'on ne retrouve que dans ces feuilles-là. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment spécialisés pour les Sarracenies. Donc, évidemment, ça veut dire que ces espèces-là, on ne les retrouvera pas à l'extérieur des tourbières. Donc, parmi ces espèces-là qui sont spécialisées pour vivre dans les feuilles de Sarracenie, ben, j'ai mis quelques exemples à droite. Il y a quelques mouches, donc des diptères, dont la larve, qui est aquatique, vit dans la feuille. Quand la larve se transforme en adulte, la mouche adulte peut voler puis s'en aller ailleurs, mais elle a quand même besoin de la Sarracenie pour se reproduire. Et puis à l'intérieur des feuilles, ben, il y a une forme de symbiose qui s'installe entre la plante et ces larves-là, parce que les larves vont aider à digérer les insectes qui tombent dans l'urne, dans le piège. Donc, elles vont s'en nourrir, ce qui va aider la décomposition, c'est-à-dire ça va l'accélérer en coupant en plus petits morceaux les insectes qui sont tombés. Puis la plante va également pouvoir se nourrir des déjections de ces larves-là. Donc ça, il y a tout un cycle, toute une chaîne alimentaire, c'est-à-dire à l'intérieur des feuilles. Puis si on sort des feuilles, ben, il y a d'autres espèces qui se nourrissent de différentes parties de la plante, notamment le splendide papillon de nuit que vous avez sous les yeux, Papaipema appassionata, c'est son petit nom. Puis la chenille de ce papillon-là se nourrit des racines de la Sarracenie. Donc, elle les mange par l'intérieur. La chenille vit dans les racines. Alors, c'est ce qui conclut mon cours exposé. Donc, on a passé vite là, pour avoir un aperçu des différentes espèces d'insectes
et autres arthropodes qu'on peut retrouver dans les tourbières. Donc, il y a des espèces qu'on ne retrouve que dans ces milieux-là, ce qui en fait un refuge pour ces espèces-là, surtout dans les régions où les tourbières sont moins abondantes qu'elles ne l'étaient. Donc, d'un point de vue de la biodiversité, qu'on peut aussi voir comme un service écologique que les tourbières nous rendent, ben, c'est un autre aspect de l'importance qu'elles revêtent dans nos paysages. Merci. Merci à vous, André-Philippe. Et on a une question qui ça dit donc que l'insecte invertébré devrait être considéré comme l'emblème de nos tourbières québécoises. Pour les néophytes qui devraient n'en connaître qu'un seul, à part les maringouins. À part les maringouins. Ouais. C'est bon. Bon, la réponse à la question-là va beaucoup varier des préférences personnelles des entomologistes à qui on la pose, j'ai l'impression. Personnellement, ayant un faible pour les papillons, je répondrais le cuivré des tourbières. Maxime Larrivée, directeur de l'insectarium, qui a un faible pour les papillons de nuit, lui répondrait Papaipema appassionata. Ok, parfait, merci. Pour le moment, on n'a pas de questions, on n'a plus de questions. Je vais enchaîner alors avec notre petite conclusion, si tout le monde est d'accord. Alors, je vais juste prendre un petit moment pour remercier tout le monde. Alors, je vais commencer par remercier nos conférenciers aujourd'hui qui sont venus gracieusement nous faire des présentations. Et on vient vraiment apprécier le travail que vous avez mis ici et le fait que vous avez rendu cette journée spéciale avec nous. Je veux aussi remercier le comité d'organisation parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour justement rendre cette journée spéciale et s'assurer que tout se passe dans le bon respect de tout le monde et sans aucun problème. Et je veux aussi remercier tout le monde qui est venu aujourd'hui assister à notre présentation. C'est votre intérêt pour l'environnement et la protection des milieux humides qui pousse notre recherche. Et la Journée mondiale des zones humides, c'est une journée qui est là pour nous rappeler l'importance de l'eau et des milieux humides. Et c'est aussi quelque chose qu'on vient partager. C'est une journée pour venir partager nos connaissances et se rappeler l'urgence d'agir pour protéger les ressources d'eau et les zones humides dans un contexte de crise de l'eau. Et nous, en tant que groupe de recherche, notre mission est de contribuer au choix de la société sur l'utilisation et conservation des milieux humides, ainsi qu'à leur meilleure compréhension. C'est pourquoi on tient à célébrer cette journée-là ici avec vous, puis c'est pour ça qu'on trouve que c'est une journée qui est très spéciale. Alors, je veux juste vous remercier pour votre participation encore. Et je vais aussi vous laisser, on a fait une petite activité qui est là pour juste vous faire découvrir un peu des petits faits intéressants sur les tourbières et sur leur biodiversité. Alors, on va mettre le lien aussi dans le chat. Et je vous invite aussi à vous joindre à nos réseaux sociaux. On va mettre l'enregistrement aujourd'hui pour que vous puissiez revisionner les présentations et si vous avez manqué des petits bouts, que vous puissiez venir retourner sur les présentations. Alors, on va mettre, je laisse les liens ici. Alors, je vais le laisser pendant 5-10 minutes, puis après, on va fermer la réunion. Alors, merci encore et j'espère vous revoir à la prochaine. Merci.